Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de donner toujours des notes? Malheureusement, pas une réponse à cette question-là, au sens où est-ce que l'anxiété de performance est très personnelle à chacun. Il y a des élèves qui... en fait, l'anxiété de performance, si on revient à la base, est structurée sur nos indicateurs de performance personnelle. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont... Une réussite pour eux, ça va être 95. En bas de ça, c'est considéré comme un échec. Pour d'autres, une réussite, ça va être 72. Puis 72, ils vont être très contents. En bas de ça, ça va être considéré comme un échec. Donc, on n'a pas tous les mêmes indicateurs de performance. Il y en a que ce ne sera même pas lié à la note. Tu sais, quand on parle, par exemple, de gens qui ont l'anxiété de performance liée à des sports ou à différents autres types de performances, ça n'aura pas rapport avec la note. Donc, ce qu'il faut faire comme enseignant, c'est être capable de percevoir finalement chez les enfants qui vivent une certaine anxiété de performance, c'est d'être capable de percevoir quels sont leurs indicateurs de performance à ces enfants-là, puis d'être capable de les restructurer. Parce que ce n'est pas réaliste pour la plupart des gens. Puis, ce que ça amène une activation qui est beaucoup trop grande. On va le voir chez les élèves, là, des élèves de secondaire 2-3 qui devraient faire maximum 45 minutes, 1 heure de devoirs là, par jour, qui sont rendus à 3-4 heures de devoirs par jour. Ça devient excessif. Et ça, ce que ça veut dire, finalement, c'est pas que c'est des élèves qui travaillent trop, c'est des élèves qui ont des indicateurs de performance trop élevés puis qui ont une insécurité face à l'atteinte de ces indicateurs-là. Donc, je pense que c'est une question, en fait, qui est beaucoup plus personnelle. Puis, quand je dis personnel, c'est beaucoup plus une question d'adaptation. Je ne pense pas qu'on peut faire un one size fits all avec des mesures par rapport à ça. Mais chaque enseignant doit avoir, finalement, la sensibilité de percevoir qu'est-ce que mes élèves ressentent, comment est-ce que je m'adapte à ça. Peut-être que dans certaines classes, dans certains niveaux, on va choisir de faire un petit peu moins d'évaluation parce que je m'aperçois finalement que juste le fait de dire passer ou pas passer, ça sécurise certains élèves. Dans d'autres cas, par exemple, le fait de ne pas mettre de notes va insécuriser grandement certains élèves. Parce que eux autres, leur indicateur de performance, c'est 95. S'ils ne savent pas s'ils ont 95 ou 92, ça les rend insécures. Donc, c'est ça qu'il faut avoir comme sensibilité, finalement, comme enseignant, puis de travailler un petit peu à la pièce, puis de s'ajuster constamment. Donc, j'aurais aimé ça te donner une structure one size fits all, mais je veux pas, en psychologie, on s'adapte à la personne, puis c'est ça aussi que les enseignants ont à développer, c'est vraiment une sensibilité face à l'individu qui est devant eux, puis quand je dis individu, c'est au singulier dans un contexte de pluriel. Cette anxiété-là de performance, de justement, tu disais, quelqu'un qui va passer ses 95, ben, est-ce que ça vient plus des parents, que les parents vont commettre de la pression aux élèves, ben là, il faut que tu aies cette note-là, sinon, c'est pas bon, ou c'est eux, d'une certaine façon, qui se disent, ah ben moi, je veux vraiment être le meilleur, ou peu importe? C'est partagé. Il y a effectivement des gens qui vivent de l'anxiété de performance pour lesquels c'est vraiment une pression de l'environnement. Puis quand on parle de pression de l'environnement, ça peut être pression réelle ou pression perçue. Hein, il y a des, ça, c'est vraiment l'aspect qui est important à prendre en considération. Il y a des parents qui peuvent être très, très bienveillants puis ne jamais imposer quoi que ce soit en termes de résultats, mais qui vont quand même laisser voir la perception à l'adolescent ou à l'enfant que si j'atteins pas, à ce moment-là, c'est pas bon. Puis ça, c'est souvent assez insidieux puis inconscient, c'est l'aspect du renforcement. Il y a des parents qui vont vraiment beaucoup renforcer la réussite, mais ils ne chicaneront pas nécessairement l'enfant quand il ne réussit pas, mais ils ne renforceront pas. Donc, le parent, dans sa tête, c'est pas je punis mon enfant quand il ne réussit pas ou c'est pas je lui impose des bonnes notes. Mais inconsciemment, je le renforce juste dans un côté de la réussite. Donc, je crée une perception finalement que le renforcement vient de la réussite. Puis là, je me mets mes standards. Après ça, individuellement, je crée des standards, je crée des associations entre qu'est-ce que je dois faire pour me rapporter ce que j'aime. Donc ça va venir créer une anxiété de performance. Mais chez d'autres personnes, c'est très, très personnel. Il y a des gens qui ont une tendance un petit peu plus obsessionnelle, juste de personnalité. Hein, le tempérament, là, même très jeune, va amener une tendance un petit peu plus obsessionnelle. Quand on parle de tendance obsessionnelle, c'est la tendance à avoir de la difficulté à lâcher prise. Donc, toujours faire plus, faire plus, faire plus, faire plus. Ça ne vient pas nécessairement des parents.
Ça ne vient pas nécessairement de l'action des parents, mais ça vient d'une caractéristique personnelle, puis d'une caractéristique finalement qui est liée davantage à la personnalité ou au tempérament. Fait que ces gens-là vont avoir une tendance un petit peu plus grande justement à s'imposer des limites qui sont très, très élevées, s'imposer des attentes qui sont très, très élevées. Puis après ça, une fois que les attentes sont élevées, bien, on est toujours en comparatif face aux attentes. Puis ça, c'est le monde dans lequel on marche, je ne veux pas. Puis on copie ça dans le monde professionnel aussi. Il y a toujours des attentes envers nous. Puis c'est un peu dans notre vision aussi en tant que société qu'on doit toujours continuer à évoluer. Puis je ne dis pas que c'est mal, là, au contraire, on cherche toujours à grandir, à grandir, à grandir, mais pour avoir une impression d'évolution, ça prend un comparatif. Il faut que je me compare à moi-même ou me comparer à d'autres, à des collègues ou à autres, puis m'apercevoir que je suis plus haut que j'étais. Donc, ça fait partie aussi, veux pas, plus globalement, l'aspect de performance fait partie de nos enjeux de société actuels dans lesquels on veut toujours, toujours, toujours aller plus rapidement. Malheureusement, la vie fait qu'on n'est pas tous nés égaux. Ça, c'est la base, là. Une des choses qu'on fait beaucoup, les psychologues, quand on travaille en milieu scolaire, par exemple, ou en privé en enfance, c'est de l'évaluation du potentiel intellectuel. Donc, on va être amené à faire beaucoup de ce type d'évaluation-là. Ça nous donne la capacité, finalement, d'un enfant sur le plan intellectuel. Donc, ce qui est corrélé quand même beaucoup avec sa capacité de réussite scolaire avec facilité ou pas. Donc, il y a des enfants qui ont un très, très bon potentiel intellectuel, qui vont être stimulés aussi par l'environnement, donc qui vont être très bien structurés. Ces enfants-là vont avoir la chance d'avoir une facilité. Donc, souvent, sans dire qu'ils vont pouvoir passer leur scolarité avec des très bonnes notes, les mains dans les poches, bien, ils vont quand même avoir, disons, le vent dans le dos pour bien réussir sans s'arracher le cœur à l'ouvrage. Donc, juste avec un travail moyen de base, là, ils vont très, très bien réussir. Il y a des gens, malheureusement, sans parler là, de problématiques, on ne parle pas de déficience intellectuelle ou de limitation intellectuelle, mais il y a des gens qui ont des caractéristiques cognitives qui ne favorisent pas nécessairement la facilité scolaire. Donc, il y a des gens, par exemple, qui vont avoir des difficultés plus au niveau du raisonnement fluide, au niveau de la mémoire de travail. Donc, ça va venir impacter leur capacité à généraliser les apprentissages en mathématiques. Donc, c'est des gens qui vont falloir qu'ils travaillent beaucoup plus, qui vont mettre beaucoup plus d'efforts pour arriver au même résultat. Puis c'est ça qu'il faut être conscient chez les enseignants, c'est que la personne qui a beaucoup de facilité doit être renforcée, celle qui a beaucoup de difficultés doit être renforcée également. Donc, on ne peut pas se baser juste sur le résultat pour renforcer. Sinon, on est toujours en désavantage finalement face à la personne qui, même si elle travaille fort, ne réussit pas. C'est ça, à un moment donné, qui détruit la motivation ou qui limite la motivation. C'est quand je n'ai plus de fierté face à l'effort que je mets. Parce que la motivation, finalement, c'est une balance. Hein? C'est une balance entre le coût et le bénéfice. Donc, le coût perçu de mon action versus le bénéfice que ça rapporte. Tant que j'ai l'impression que ça rapporte plus que ce que ça me coûte, je vais avoir la motivation de le faire. Le jour, par exemple, où je mets énormément d'efforts, que je ne réussis pas puis je ne suis pas renforcé, ben là, à un moment donné, la motivation diminue. C'est ça qu'il faut être capable de percevoir en tant qu'enseignant. C'est comment est-ce que même pour l'enfant ou l'adolescent qui a un petit peu plus de difficultés, comment est-ce que je vais aller chercher un petit peu plus de motivation, comment est-ce que je vais aller générer de la fierté chez cet enfant-là. Fait que ça revient finalement à personnaliser notre enseignement, bien connaître nos élèves, puis toujours bien connaître les leviers de chacun de ces élèves-là pour être capable de stimuler la fierté. Un lien un peu entre l'anxiété et la motivation. Ben, tu sais, sûrement, c'est un peu ce que tu viens de dire, là, mais tu sais, ben, c'est ça, c'était ça ma question. Ben, oui, effectivement, il y a un lien entre l'anxiété et la motivation. Je ne veux pas l'anxiété, c'est une émotion qui nous amène à éviter beaucoup. On va dire que c'est une émotion de retrait. Hein? L'anxiété, dans le fond, au départ, quand c'est du stress, ça va nous mobiliser pour foncer. Mais quand ça devient de l'anxiété, souvent, là, après ça, nos processus cognitifs vont nous amener à nous dire non, 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 c'est dangereux, sors de là. On va se retirer. Un enfant qui va vivre beaucoup d'anxiété va avoir tendance à diminuer sa motivation face à la scolarité. C'est souvent ce qu'on voit d'ailleurs chez les étudiants qui sont en anxiété de performance, peu importe l'âge, du primaire jusqu'à l'université. On va voir un investissement très, 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 très fort dans les études, un investissement qui est pratiquement surhumain pendant un certain temps. Puis là, on arrive, l'anxiété augmente, l'épuisement augmente. À un moment donné, la motivation casse en deux, puis ils sont juste plus capables. Ça devient écœurant. Donc, les gens sont écœurés, là, vraiment le même sentiment que si on mange quelque chose qu'on n'aime pas, finalement, là, par rapport à la scolarité. Donc, c'est toutes des émotions qui sont protectrices, qui nous font voir que ça, c'est un danger. Effectivement, que ça va venir avoir un impact sur la motivation. Puis, il faut prendre en considération qu'au niveau de la structure de la motivation, il y a deux aspects fondamentaux. Le premier, c'est les phénomènes internes, puis le deuxième, c'est les phénomènes externes.
Dans les phénomènes internes, c'est sûr que l'émotion, c'est la base des phénomènes internes. Donc, quand on parle d'émotion, on parle d'émotion d'approche, puis d'émotion aussi d'éloignement. Dans les émotions d'approche qui vont générer de la motivation, puis qui vont générer un désir de se lancer en action, bien, on va avoir effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la fierté, on va avoir le plaisir, on va avoir l'excitation. C'est tous des éléments que si, par exemple, en tant qu'enseignant, on est capable de stimuler chez l'enfant ou chez l'adolescent, à ce moment-là, on va probablement structurer la base de la motivation. Versus si, par exemple, on génère de la honte, de la culpabilité, de la colère, de l'anxiété, à ce moment-là, on va certainement déstructurer la motivation. Parce que, par exemple, si on passe un commentaire sur le travail d'un enfant puis qui ressent de la honte ou la culpabilité, c'est une des émotions qu'on gère très mal. Puis, en tant qu'humain en général, on la gère mal, puis ça nous coupe les jambes de la motivation, ça c'est sûr. Je ne referai pas quelque chose qui va générer de la honte, ou je ne le referai pas avec intérêt et amour et désir. Ça, c'est sûr. Donc, en tant qu'enseignant, puis même en tant que parent, en tant qu'adulte, ça, c'est un des éléments fondamentaux. Si on veut générer de la motivation, on va essayer de générer les bonnes émotions aussi. Et on va essayer de contrôler nos comportements pour ne pas générer les émotions qui sont plus des émotions de retrait. Il y a une enseignante, elle a tout refait sa classe, là, puis elle a mis des heures là-dessus. Tu sais, des fois, on va dire que à quoi la classe va ressembler, ça va vraiment aider autant pour l'anxiété, pour la motivation, pour que les élèves se sentent bien. Est-ce que ça a vraiment un impact? Oui, ça va avoir un impact. Tout à l'heure, quand je disais la motivation a deux fondements, le premier, comme je le disais, c'est les phénomènes internes. Par exemple, l'environnement va avoir un impact sur les phénomènes internes. Si je rentre dans une classe, que je la trouve belle, que ça m'impressionne, que ça génère une émotion positive, c'est sûr que je vais être plus disposé à être motivé que si je rentre et que ça fait arc. Si j'ai le goût de ressortir, si l'environnement me rend mal à l'aise, à ce moment-là, c'est sûr que la motivation va être plus dure à atteindre. Puis dans les phénomènes externes aussi, ben, ça va venir jouer un rôle qui est quand même important au niveau de la motivation, parce que ce qu'on entend par phénomène externe, c'est tout ce qui a un impact sur la facilitation de la tâche. Donc, tout ce qui réduit le coût. Si, par exemple, ma classe est bien organisée, que mes élèves, par exemple, ont accès à du matériel qui est de qualité, qui est facilitant aussi, que les outils technologiques sont mis en place, qui sont bien utilisés, à ce moment-là, ben, je réduis le coût de chaque tâche. Donc, dans ma perception, le coût-bénéfice, quand moi je m'embarque dans cette tâche-là, à ce moment-là, ben, j'ai probablement plus de bénéfices à y avoir, donc ma motivation va être plus élevée. Fait que c'est sûr que l'organisation de l'environnement va avoir un impact qui est certainement positif si c'est bien fait. Ce qu'il faut prendre en considération, par exemple, c'est que ce n'est pas juste une belle classe qui va faire le travail. Une des caractéristiques de l'humain, c'est qu'on s'adapte à tout. Okay? Autant négativement que positivement. Il y a des gens qui habitent en Afrique dans des conditions désertiques, il y a des gens qui habitent en Arctique dans des conditions très, très froides, puis ils sont adaptés. La réalité, c'est que tout perd de sa valeur au fil de l'adaptation. Hein? Quand on rentre dans un nouvel endroit, justement, une nouvelle classe qui est bien faite, ça va générer une émotion, mais l'émotion, c'est passager. C'est fait pour être comme ça, puis il y a une chance que c'est comme ça. Sinon, ce serait malaisant. Donc, cette émotion-là, à un moment donné, va s'affaiblir, va s'amoindrir. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment, il faut refaire notre classe aux 3 semaines, mais ça veut dire qu'on ne pourra pas juste compter sur les posters, ces murs pour motiver les gens. Une fois que ça c'est fait, c'est un levier qu'on va utiliser pour restructurer notre enseignement, puis pour restructurer notre capacité justement à motiver les élèves continuellement. Donc, c'est un point qui est très, très positif, mais en même temps, il ne faut pas prendre ça pour la clé d'or, finalement, qui va juste générer de la motivation sur du long terme. C'est quelque chose que les enseignants ont tendance à faire, d'énormément décorer les classes, mettre beaucoup de stimulation. Les murs sont jaunes, on a un mur vert pomme, il y a des posters partout, des petits bonhommes, des guirlandes, tout ça. C'est certainement très attrayant visuellement, mais il y a là le problème. Pour les enfants qui ont des caractéristiques plus au niveau attentionnel ou qui ont de la difficulté à gérer une surstimulation, c'est sûr que ce type d'environnement-là va générer des distractions attentionnelles. Faut pas à un moment donné, il faut s'aider de l'environnement. Si on surstimule les enfants, même si c'est des stimulations qui sont très belles, très agréables, puis que c'est des tables de multiplication, puis des verbes irréguliers en anglais, tout ça,
à un moment donné, ça vient surcharger aussi cognitivement certains enfants qui ont une tendance à la surcharge facile. Fait que ça, c'est à prendre en considération aussi. Ce qu'on vise finalement, c'est créer un environnement qui est agréable, qui est adéquat, qui est stimulant aussi, mais pas dérangeant sur le plan cognitif. Fait que c'est peut-être juste à garder en Ouais. tête, là.